J'ai été envahi toute la journée d'hier par des appels téléphoniques. Comment vous êtes? Surtout que tout le monde sait que je suis voisin du président de la République. Ma résidence est à proximité de sa résidence. Même vous-même, pour vous rendre chez moi, vous avez dû Tout à fait. Traverser des épreuves, je dois dire, faire des contournements. Bon, j'ai été vraiment surpris. J'ai été surpris parce que je ne pouvais plus du tout m'attendre à un putsch dans ce pays. Notre armée avait, par la bouche de son chef d'état-major, à l'époque, en 1990, juste avant la conférence nationale et pendant la conférence nationale, le colonel Vincent Guézodien, alors chef d'état-major général des forces armées, au nom de toute l'armée, a pris l'engagement que l'armée ne se mêlera plus de politique et que les militaires resteront dans leur caserne pour assurer les missions que la Constitution leur a confiées. Donc, et depuis lors, on n'a jamais pu penser à cela. Et hier, je me suis demandé ce qui nous arrivait. Je me suis demandé. Et il me plaît de clarifier la sémantique. Tout à fait. Avant d'y venir sur la distinction qu'on peut faire sur ce que c'est qu'un putsch, ce que c'est qu'un coup d'État, mon interrogation à suivre, c'est de savoir quelles ont été vos émotions lorsque vous avez vu le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, effectuer un communiqué à la télévision nationale, et dans la soirée, lorsque vous avez écouté le président de la République. Oui, j'ai été rassuré. J'ai été rassuré et j'ai été vraiment rassuré surtout par l'apparition du président de la République à la télé. J'ai été tenté d'ailleurs d'envoyer un message pour dire mais il faut que lui-même parle. Quand Seydou avait parlé, et je crois que le contenu est correct, il est le garant de notre Constitution. Il est le garant de la stabilité de nos institutions. Il est le garant de la mise en œuvre des lois qui régissent notre pays. Et il a dit que ça ne restera pas impuni. C'est tout à fait logique. Et vous partagez cette opinion du chef de l'État que ça ne restera pas impuni, bien évidemment. Je suis juriste. Je suis juriste et je dis qu'un putsch est interdit dans l'espace de la CEDEAO. Un putsch est interdit sur le continent africain par les règles de l'Union africaine et même si nous montons jusqu'aux Nations Unies, les résolutions qui interdisent le putsch existent. Mais c'est au sein de la CEDEAO que l'interdiction du putsch a été portée au plus loin. Au plus loin. Le plus loin. Avant d'aller plus loin aussi... Il faut définir. Voilà, exactement. C'est quoi, selon vous, un coup d'État? C'est quoi un putsch? Alors, au jour d'aujourd'hui, nous mélangeons les mots. Mais le putsch, on appelle putsch ou pronunciamento. Pronunciamento parce que ça vient de l'Amérique latine, où c'était les militaires qui faisaient et défaisaient les gouvernements. Je ne vais pas entrer dans ce détail. Pour l'instant, il s'agit de nous. Donc, scientifiquement, on consacre le mot putsch lorsque un organe qui n'est pas investi d'une fonction politique sort de son rôle pour s'immiscer en politique et prendre le pouvoir et gérer le pouvoir, on appelle cela putsch. Et on parle de coup d'État lorsque un organe investi d'une fonction politique s'adjuge la fonction politique d'un autre organe pour exercer les 17 fonctions, la sienne et celle de son autre organe voisin. C'est là qu'on parle de coup d'État. Et les États africains, nous sommes souvent en coup d'État permanent, mais on ne va pas aborder cette question aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons juste parler du putsch. Et le putsch est interdit au cœur de la CEDEAO. Tous les États africains, tous les États membres de la CEDEAO ont souscrit à tous les instruments de la CEDEAO ayant interdit le putsch. Et cette règle
interdisant le putsch, pour moi, est une règle d'ordre public. C'est-à-dire, aucune dérogation ne devrait être permise. Mais et pourtant, ces dernières années, il y a une floraison de putsch ou de tentatives de putsch dans notre espace. Je crois qu'il faut que nous y mettions fin. Justement, parlant de putsch dans notre espace ouest africain, on constate que la plupart des putschistes ont un discours. Est-ce que ce discours, selon vous, a une légitimité? Est-ce qu'il est convaincant? Mais un acte qui est à la fois illégal et illégitime ne peut pas tenir, ne peut pas créer un vocabulaire légitime, ne peut pas créer une pensée légitime. Donc, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun motif, aucune raison pour justifier un putsch. Nous devons éliminer les putschs de nos moyens de protestation politique. De protestation politique. Alors, selon vous, quelle est la véritable portée politique et institutionnelle de cette tentative de renversement d'hier? À la portée, c'est que certainement il y a une crise. Je dis certainement, parce que je ne veux pas encore aborder ça dans le cadre de cette émission. Nous sommes sous l'effet du choc que nous avons tous subi hier, et je crois que la nature elle-même aujourd'hui s'est mêlée de la partie, puisque hier il y avait soleil toute la journée, et ça fait chaud toute la journée, et aujourd'hui une fraîcheur s'est répandue sur la ville de Cotonou, où la pluie est tombée toute la matinée. Pour moi, c'est un signe du destin. Donc, je crois que la calmie va être désormais notre règle. Alors, lorsqu'on suit le chef de l'État hier soir, on peut retenir qu'il y a encore des mutins dans la nature qui sont pas encore maîtrisés, si on peut le dire ainsi. Selon vous, est-ce que il y a des doutes de s'inquiéter encore? Je n'ai aucune information. Ça. J'étais au Togo, je suis rentré au soir de samedi, un peu fatigué, et j'ai lu le courrier qui m'attendait les jours jusqu'à 2 h du matin, et depuis samedi soir, je n'ai pas mis le nez dehors. Donc, est-ce qu'il y a encore des mutins dans la nature? Je crois savoir qu'il y a une bonne mobilisation de notre armée nationale, appuyé par les forces des États membres de la CEDEAO. Je ne peux pas penser que ça puisse encore inquiéter. Au regard de votre histoire, de votre parcours, comment appréciez-vous la promptitude de la CEDEAO et son implication? Il existe. Il y a un texte adopté par la CEDEAO, à l'unanimité, hein. C'est l'acte additionnel adopté le 17 février 2012 à l'unanimité par les États membres de la CEDEAO, et cet acte est relatif aux sanctions qu'il faut appliquer aux États qui ne respectent pas leurs engagements. Et dans ce document, il y a l'article 6, paragraphes 14 et 15, qui dit qu'en cas de rupture de constitution, la CEDEAO peut déployer sa force pour rétablir la constitutionnalité dans n'importe quel État membre. Et c'est ce qui a été fait. Il a été dit que, à la demande de l'État du Bénin, mon interprétation des textes, c'est-à-dire le protocole sur la prévention, la gestion des crises, et de 1999, adopté à Lomé, le 10 décembre 1999, et le protocole additionnel sur la démocratie, les élections et la gouvernance, adopté en décembre également en 2001 à Dakar. Ces deux textes sont fondamentaux.
il y a dans le protocole additionnel un tout premier chapitre qui détermine la convergence des principes constitutionnels. Cela signifie que tous les membres, tous les États membres de la CEDEAO doivent dans leur constitution avoir des principes qui se ressemblent, qui convergent vers la démocratie. Est-ce que tous les États membres l'ont fait? Je crois que largement oui. Il y a dans le même texte, le protocole additionnel, le rôle qui a été fixé pour les armées, les forces de défense et de sécurité. Mais à cela s'est ajouté d'autres textes qui interdisent les ruptures de constitutionnalité, les violations graves des droits de l'homme et même le terrorisme. Et nous avons souscrit à plusieurs conventions relatives au terrorisme, à la lutte contre le terrorisme. Donc tous les États de la CEDEAO y ont souscrit. Mais le texte sur lequel j'attire toujours l'attention et qui est largement ignoré, c'est le texte dont j'ai parlé tout à l'heure, l'acte additionnel relatif aux sanctions que les organes de la CEDEAO sont habilités à infliger aux États. Parlez-nous de ces sanctions-là. Alors, non, cet acte-là donne une gamme, premièrement, énumère les sanctions qui vont par gradation et accompagne les sanctions de mesures de leur mise en œuvre et des mesures d'accompagnement. Lorsque des putschistes arrivent au pouvoir dans un pays, on sanctionne le pays. On sanctionne individuellement les putschistes. Mais en même temps, on leur tend une perche pour qu'ils fassent une transition et qu'ils dégagent. Bon. Mais comme la pratique a montré que il y a eu des putschistes ou tentatives de militaires qui ont tenté de faire des putschs et qui ont fait une transition, et qui ont réussi une transition. Et puis, après la transition, il est arrivé qu'on en ait jugé quelques-uns. Alors, les nouveaux putschistes instruits de cela, eh bien, se maintiennent au pouvoir. Or, le texte que j'ai cité, le texte que je cite, l'acte additionnel du 17 février 2012, portant les références à barre SA, point 13, barre 02, barre 12, qui énumère le régime des sanctions, dit dans un article 12 exactement ceci. Allez-y. Les auteurs et complices de coups d'État, les autorités en exercice qui tentent de se maintenir au pouvoir et d'empêcher toute possibilité d'alternance en modifiant la Constitution, ainsi que les acteurs et bénéficiaires de tous autres changements anticonstitutionnels, ne peuvent se présenter à la magistrature suprême de leurs États respectifs. La communauté et les États membres ne reconnaissent pas les gouvernements issus des prises de pouvoir par de tels procédés. Et tout le monde, il n'y a pas un seul État membre de la CEDEAO à la date du 17 février 2012 qui n'ait pas signé ce document. Ils ont tous souscrit à cela. Donc, ils sont tous soumis à ça. Mais aujourd'hui, tout le monde viole ces règles-là. Pourquoi ils violent? Mais ils violent parce qu'ils ne veulent pas se retrouver devant un tribunal qui va les juger pour avoir fait le putsch. Parce que quand vous faites un putsch, vous violez les règles communautaires, vous violez la constitution de votre pays, vous tombez sous le coup de la loi pénale de votre pays. Ils le savent, mais ils ne le savent pas assez. C'est pour cela que désormais, moi, je vais prêcher que ce document-là soit enseigné dans toutes les écoles militaires et qu'on l'enseigne un peu partout. On peut donner des initiations à l'école primaire, renforcer un peu au secondaire et faire un enseignement complet au supérieur. Je crois que c'est nécessaire, mais toutes les écoles militaires
doivent enseigner ces instruments-là à tout militaire pour qu'un militaire qui s'engage dans une aventure de ce genre sache exactement à quoi il s'expose. Alors, à vous entendre, le Bénin a donc vécu une tentative de putsch hier. Ah oui, mais c'est pas à m'entendre, c'est avéré. Et selon votre définition, votre clarification conceptuelle, oui, c'est pas un coup d'État. Non, c'est une tentative de putsch. Voilà, et non une tentative de coup d'État. Non, c'est pas une tentative de coup d'État. Merci de clarifier. Non, selon ma conception et ma terminologie, la sémantique à laquelle j'ai été formé et que j'ai enseigné, je l'ai enseigné. Mais j'avoue qu'il y a une évolution sémantique qui fait que les gens appellent coup d'État à tout, et ils ajoutent coup d'État militaire, coup d'État civil, coup d'État... Bon. En mettant le qualificatif, on arrive à distinguer. Mais en réalité, il faut bien distinguer l'acte illégal posé par un organe ou une autorité investie d'une fonction politique de l'acte vraiment illégal posé par une autorité, une institution non investie d'une fonction politique. Ça, cette distinction doit être nettement faite. Nettement fait. Alors, Maître Robert Dossou, est-ce qu'au regard du contexte politique béninois, est-ce que c'était prévisible qu'une telle action se produise? Ah non, je vous ai répondu. D'abord, toutes nos lois et le comportement de l'armée depuis la fin de la conférence nationale nous a rassurés. Oui, mais est-ce que après... Ça nous a rassurés, mais non, je ne peux pas admettre ni penser que je sois amené par quoi que ce soit à faire appel à la typhoïde pour guérir le paludisme. Non, je ne peux pas parce que pour moi, des militaires qui prennent le pouvoir par un putsch, eh bien, sont obligés de régner par la dictature. Alors, l'expérience a prouvé quand vous vous plaignez de manque de liberté sous un régime et que vous faites venir le militaire, vous ne pouvez pas vous garantir à vous-même qu'il va respecter ce que vous avez dénoncé sous le régime précédent, qui va se satisfaire à votre aspiration à la liberté et à la démocratie. Justement, puisque vous le dites si bien, on a vu qu'aux premières heures de ces informations-là, on a vu des acteurs politiques contre le régime en place actuellement effectuer des vidéos pour soutenir les putschistes, si on peut le dire ainsi, avant que la situation soit inversée. Alors, est-ce que vous ne voyez pas parfois une hérésie de la pensée au niveau des acteurs politiques qui pensent qu'un putsch serait à leur avantage politique? Moi, je laisse chaque acteur politique à sa pensée, à sa doctrine. Moi, j'ai exprimé ma pensée et ma doctrine. Donc, chacun prend ses responsabilités dans ce qu'il fait. Et donc, selon votre doctrine et votre pensée, lorsqu'il y a putsch, la liberté, elle est restreinte totalement, elle est absente. Alors, le premier jour, tout le monde est content. Je ne peux pas vous dire le nombre de chants de révolution ou de putsch dans lesquels j'ai promené mes pieds et ma tête. Il y a une chose qui m'a traumatisé réellement, c'est le cas de l'Iran. Il y avait sous le Shah une dictature vraiment féroce. Et vous savez, j'ai été invité à aller en Iran par 2 fois au lendemain du renversement du Shah. Et j'ai parcouru le pays, et j'ai vu l'enthousiasme qui s'était emparé de la population. J'ai vécu ça, j'ai vu cela, mais rapidement, j'ai vu aussi le renversement, la dictature qui est arrivée, les soldats de l'islam, je ne sais plus comment on les appelle, et ce qui... Alors, voyez-vous, mon choix est clair. Même si la démocratie attrape telle ou telle pathologie institutionnelle, parce que les institutions aussi peuvent attraper des maladies que j'appelle pathologie, c'est-à-dire un dysfonctionnement plus ou moins grave, ou très grave, ou absolument grave. Pour guérir ce mal, moi, je n'irai pas appeler au secours
l'armée. Je vais prendre mon mal en patience. Obtenir, me battre à l'intérieur, parce que chaque démocratie a en son sein les moyens pour se battre pour maintenir les règles de la démocratie. Et si nous ne savons pas recourir à ces moyens, il ne faut pas laisser sa responsabilité sur le dos d'un militaire. Ils n'ont pas été formés pour ça. Nous devons trouver en nous les voies et moyens pour rétablir ce que nous pensons être pathologique. Et c'est pour cela d'ailleurs que moi je me bats toujours pour que les gens s'expriment librement, qu'il y ait l'écoute de la part des gouvernants de ce que chacun dit. Et si ce que chacun dit, certains disent, n'est pas correct, il faut trouver les voies et moyens pour les convaincre. Si ce que vous entendez, eh bien, tombe juste sur des choses que vous faites et qui ne sont pas estimées bien, alors corrigez-vous. Vous voyez, j'ai beaucoup étudié la pensée de Mao Tse-tung. Et Mao Tse-tung a employé une formule que j'ai retenue et qui s'exprimait, et qui s'exprime toujours de la manière suivante. Il faut être attentif aux critiques. Lorsqu'on vous fait une critique et que ça ne correspond à rien dans ce que vous dites ou que vous faites, alors gardez-vous d'attraper ce dysfonctionnement qu'on vous reproche. Mais si ça correspond à ce que vous faites, alors corrigez-vous. Alors, cette formule m'a toujours plu, je l'ai gardée de telle sorte que quand j'enseignais encore, je me faisais ami des étudiants qui m'ont le plus contesté. Parce que quand j'ai exposé un cours, après j'aime qu'on discute de cours. Mais il m'est arrivé que ce que j'ai dit a été contesté par certains étudiants. Et on discute, ils maintiennent leur position. Après, on devient des amis. Il faut rechercher ça. Je crois que ce qui vient de se passer, et qui pour moi, je crois que c'est terminé. Hein, je pense que c'est terminé. Et nous avons tous des leçons à tirer là-dedans. Lesquelles? Non, mais je ne sais pas. Je sais seulement qu'il y a des leçons à tirer. Oui. La première leçon que moi, personnellement, je tire, c'est que jusqu'à hier, je pensais que personne n'oserait tenter un putsch au jour d'aujourd'hui en République du Bénin. Bon, là, je vais corriger ma pensée. En dehors de ça. C'est ça une leçon. En dehors de ça, les autres leçons, au fur et à mesure des jours et des faits qui me seront rapportés, je vais allonger la liste des leçons à tirer. Est-ce que vous ne faites pas un peu de langue de bois là? Non, je ne fais pas mal, non, je fais langue de prudence. Qui n'est pas informé ne peut pas encore parler. C'est ce matin que j'ai appris par RFI que 2 officiers ont été enlevés. Mais je l'avais déjà senti. Non, je l'ai appris dans le discours du chef de l'État hier soir. Mais le chef de l'État n'a pas précisé qui. Il a dit les gens qui sont aux mains encore des mutins. Qu'il déplore des pertes de vie. Bon, j'ai dit, nous avons connu beaucoup de pushs dans ce pays. Justement, est-ce qu'on en a parlé de cette mais ça se faisait jamais. On a eu des coups, mais on n'a jamais eu du sang versé. Non, les gens faisaient leur push en bonne entente à la douce, et puis bon, pour que en 1965, on prenne la démission de Akpiti et d'Ahomadegbe, le futur général Soglo, il a mis juste le pistolet sur la tête de aller signer démission. Ils ont signé démission. Et l'affaire s'est clos en douceur. Voilà. Et donc une telle brutalité, elle est inédite dans l'histoire politique du Bénin. Oui, il y a eu un putsch où
On a eu une tentative de putsch où un soldat avait été tué, je ne sais plus en quelle année. Bon. Mais pas aussi dur que ce que nous voyons aujourd'hui. Non, ça c'est la première fois et je crois qu'on n'aura pas d'autre fois. On n'aura pas d'autre fois. Non. Et pour qu'il n'y ait pas d'autre fois, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut envoyer un message à l'endroit des gouvernants et de l'armée pour davantage je vous ai dit que... En dehors de ce que vous avez dit, oui, par rapport... Non, on va tirer des leçons de ce dysfonctionnement de nos institutions en ce moment-ci. Que des militaires surgissent, prennent la télé, envahissent la maison de leur chef. La maison de leur chef tire et que l'épouse d'un officier supérieur décède. Je suis vraiment attristé et je présente mes condoléances à tous ceux général de corps. Au général Bada et à tous ceux qui ont souffert de ce qui est arrivé hier. Ça fait aussi été blessé par balle. On n'a pas encore, moi j'ai pas encore le bilan, mais je suis attristé et j'ai bon espoir que plus jamais on aura ça. Est-ce qu'il y a une implication de cette tentative de putsch sur, j'allais dire une influence sur le processus électoral actuellement en cours au Bénin? Non, je ne crois pas. Nous allons faire l'élection. Je ne crois pas, a priori, je ne crois pas. Mais maintenant, au fur et à mesure, nous verrons les faits, les événements qui vont se produire. Il se peut, j'en sais rien. Je ne sais rien. Je sais seulement que ce matin, 8 décembre 2025, je me préparais à aller à la séance d'ouverture du congrès de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Je me préparais à ça. Et quand ceci est arrivé, j'ai appelé le président de la Cour suprême, qui est le président du conseil d'administration de cette association, pour savoir, tel que les choses se présentent aujourd'hui, et que des vols ont été annulés, est-ce que ton congrès va encore avoir lieu? Et il m'a dit non, il n'y a que 4 participants qui sont arrivés, que tous les autres ont dû descendre plus tôt le matin, pendant que beaucoup se préparaient à prendre leur vol pour arriver à Cotonou. Il a été annoncé par les militaires, les jeunes militaires là, que les frontières sont fermées. Donc les compagnies se sont abstenues de faire décoller leurs avions. Et j'attends, il y a des vols qui vont arriver peut-être aujourd'hui, mais sur ce fait, le président a de soi faire reporter le congrès. Et on attend. Donc, au niveau des élections, puisque c'est votre préoccupation, justement, nous allons voir l'évolution et s'il y a des événements, la Sénat est là pour apprécier, la Cour constitutionnelle aussi, enfin, les organes, les autorités chargées de la gestion des élections aviseront. Mais a priori, je ne pense pas que cela puisse avoir le moindre effet sur nos élections. En cas de possibilité, quelles sont les éventualités? En cas d'impossibilité. En cas de possibilité où il y a des pactes. Je préfère ne pas penser à cela. Alors, s'il y a une impossibilité, qu'on voit la nature de cette impossibilité, et ceux qui sont chargés de la gestion aviseront. Moi, je ne ferai que parler en disant ça c'est bon, ça c'est mauvais, on peut faire ci, on peut faire ça, mais je n'ai aucun pouvoir aujourd'hui. Et je l'ai eu hier quand j'étais président de la Cour constitutionnelle. Mais aujourd'hui, je n'ai plus aucun pouvoir pour dire que si telle chose se présente, moi je vais faire ci, je vais faire ça, non. Donc attendons. Je vous ai dit, il y a des leçons à tirer. Il y a des leçons à tirer. Je m'en voudrais de conclure cet entretien sans quand même poser une question. Beaucoup de Béninois, ils sont nombreux à espérer écouter tout au moins quelques mots de Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle, au regard de son rôle à la conférence nationale. Le Bénin a connu une récente révision de la Constitution qui instaure un Sénat dans lequel, si la loi est promulguée telle, vous êtes appelé à y siéger. Qu'est-ce que vous en pensez, Robert Dossou? Est-ce que vous pensez que cette révision constitutionnelle également fait partie d'un alibi ou constitue un alibi à ce que nous déplorons tous ce matin? Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est une anecdote qui est survenue au XIIIe, au XIVe siècle dans le diocèse de Reims,
en France, un curé d'une paroisse a été voir son évêque pour l'informer que tel vient de publier un traité de la parole, comment parler. Et l'évêque dit, ah, mais ça c'est bien. Et puis, se retourne vers son curé et dit, mais quand est-ce qu'on va nous gratifier d'un traité sur le silence? Et cet abbé qui s'appelle abbé Dinuard, ça a fait tilt. Et cet abbé, quelques mois après, a pondu un ouvrage d'un peu moins de 200 pages intitulé « L'art de se taire ». Je l'ai lu, comme je sais que je suis de tempérament très bavard, j'ai lu cet ouvrage au moins 4 ou 5 fois. Pourquoi? J'en ai tiré, parce que je voulais apprendre à me taire. Pourquoi vous devez vous taire? Parce que le silence, en réalité, est le lieu ou le moment où l'on fait mieux germer sa pensée. De telle sorte que quand après vous ouvrez la bouche, eh bien ce que vous sortez a du poids. Mais parler tout le temps n'est pas bien. Se taire tout le temps aussi n'est pas bien. Oui. Il faut se taire un peu, parler un peu, se taire un peu, parler un peu. Et qu'aujourd'hui, on a l'occasion... Vous avez vu les oiseaux? Oui. Vous les avez vus dans le ciel? Ils battent les ailes, et puis après, ils planent. Voilà ce que je fais. Donc, en ce moment-ci, je ne veux pas aborder. Ça fait, j'ai dit à tous ceux qui veulent m'entendre que depuis le mois d'août 2025, j'ai refusé toute interview. Et vous êtes le 3e organe de presse à qui j'ai accordé une interview depuis août 2025. Mais j'ai circonscrit cette interview à l'événement d'hier qui me fait sortir de mon silence. Vous êtes la 3e personne à qui, tous ceux qui m'ont appelé hier, des jours m'ont appelé et dit non. Ce matin, je veux digérer parce que j'étais sous l'émotion hier. Et quand je suis trop sous émotion, je me tais. Je me tais pour digérer, maîtriser mon émotion avant d'ouvrir la parole. Donc on peut déduire de vos propos que cette révision constitutionnelle également vous a plongé dans des émotions. Non, et vous êtes en train de digérer aussi. Non. Parfois je me tais parce que je ne suis pas informé. Parfois je me tais pour ne pas que l'on m'assimile à X, Y ou Z. Et le moment où je dois parler, ça va venir. Ne soyez pas pressés de saisir ce que je pense. Vous l'aurez, ce que je pense. Merci à vous, Maître Robert Dosso, pour ce moment d'échange. Je vous invite à regarder droit dans votre caméra et à adresser des mots remplis d'espoir à l'endroit du peuple béninois, à l'endroit de ses gouvernants et à l'endroit de l'armée béninoise. Je pense que, quel que soit les mécontentements des uns et des autres, nous devons savoir que dans notre pays, il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont susceptibles de fâcher les uns ou quelques-uns ou les autres, etc. Face à tout cela, nous devons nous dire que nous avons un beau pays. Nous devons nous convaincre que nous avons un bon pays et que ce qui ne va pas, il nous appartient à nous de prendre les voies les plus pacifiques pour les arranger. Ce que je dis là est valable pour tout le monde, y compris pour les militaires. Quels sont les problèmes qu'il y a à l'intérieur de l'armée? Moi, c'est hier seulement que j'ai su les bonnes conditions qu'on a faites aux militaires, à l'ADA. Ici et là, on a amélioré leurs habitats. Bon, et que les choses on a amélioré les choses pour eux, lesquelles vraiment, je ne me suis jamais préoccupé de ça, ça n'a pas été ma préoccupation. Bon, et si malgré cela, il y a des questions, ces questions ont leur solution au sein de l'armée. Il y a des voies pour les résoudre, mais venir nous effaroucher de temps en temps avec des armes comme ça en l'air,
et avec des morts, je crois que nous devons nous abstenir de cela. Et ensuite, s'il y a des questions, que ces questions soient mises sur le tapis, débattues, et que des solutions soient trouvées ici et là. Je crois que c'est mon espérance. Mais je suis convaincu, quand moi j'attends quelque chose, que la pluie tombe, je le prends pour... c'est de tellement augure pour moi. Par conséquent, j'ai beaucoup d'espérance. J'ai beaucoup d'espérance que tous nos désirs seront au fur et à mesure comblés. Merci. Merci, Kader. Merci à vous, Maître Robert Dossou, pour ce moment d'échange. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention que vous avez accordée à cet entretien télévisé. On reste connecté sur Usaï TV à suivre dans les heures à venir ou dans la même séquence peut-être le président Théodore Ollot également sur cette actualité qui défraie la chronique et suscite beaucoup de réactions au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Merci une fois encore et belle suite de programme sur Usaï TV. Chers amis internautes, au lendemain des secousses du 7 décembre qui ont tenté de mettre à mal la quiétude républicaine du Bénin, la nation se relève avec gravité et lucidité. Cette journée restera gravée dans notre histoire politique marquée par la défiance de quelques individus envers l'ordre constitutionnel et par le drame humain qui a endeuillé des familles, rappelant la fragilité et le prix de notre liberté. Après l'entretien réalisé à son domicile avec le président Robert Dossou, nous poursuivons aujourd'hui nos échanges au domicile du professeur Théodore Ollot, éminent juriste, ancien ministre et observateur averti de la vie constitutionnelle. Avec lui, nous tenterons de recueillir ses impressions à chaud, d'analyser ces événements à la lumière du droit et de réfléchir aux perspectives pour notre République afin de mieux comprendre comment prévenir de telles tentatives et consolider notre démocratie. Je rappelle pour une fois encore que le professeur Théodore Ollot est l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Théodore Ollot, bonjour. Je suis le journaliste, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Merci pour cette opportunité que vous me donnez pour donner mon opinion sur les événements que nous avons vécus ces temps-ci, pas plus tard qu'hier. Alors, comment avez-vous vécu la journée d'hier du 7 décembre 2025? Non, je voudrais d'abord rappeler que j'ai eu la chance d'avoir été au présidium de la conférence nationale et l'armée s'était engagée à se retirer de la vie politique. Puisque nous avons constaté que depuis notre indépendance, les tensions politiques étaient toujours réglées par des coups d'État militaires, à telle enseigne qu'aucun régime politique n'est allé au terme de ce mandat. Cet engagement de l'armée a été respecté depuis 1990 et même pour un militaire en activité, candidat à l'élection législative ou présidentielle, il fallait démissionner de l'armée pour montrer la rupture qu'il y a depuis la conférence nationale entre la vie politique et le statut de militaire. Cette situation a garanti à notre pays la stabilité politique. Chaque président est allé au terme de son mandat. Et la limitation des mandats était respectée. Et même l'alternance avait régulièrement lieu. On peut être président en exercice, aller aux élections et les perdre. Comme je le rappelle souvent, Kérékou a perdu en 91, paix à son âme, il est parti. Soglo a perdu après un seul mandat, en 96, il est parti. Même le dauphin désigné par le président Lionel et le président Yahi Boni, n'a pas pu franchir le second tour pour montrer le fonctionnement régulier des institutions. Et il est curieux que malgré cet engagement de la conférence nationale, quelques mutins aient pensé remettre en cause l'ordre constitutionnel pour provoquer un moment d'instabilité, ce qui n'est pas favorable au développement du pays. Et c'est pour cela que je voudrais féliciter le loyalisme de l'immense majorité de notre armée
qui a montré qu'elle est une armée républicaine au service du pouvoir politique et non pas candidat à l'exercice du pouvoir politique. Dans une démocratie, le pouvoir se conquiert dans les urnes et ne peut pas être au bout de fusil. Je voudrais, par rapport également à cet événement, rappeler des inquiétudes que j'ai eues à un moment donné. Le président de la République m'honore de son amitié. Il lui arrive de passer me voir. Il lui arrive de m'inviter chez lui. À son domicile? À son domicile. On devait se voir aujourd'hui. Et quand j'ai eu l'information, je lui ai envoyé un message à 10 h. Oui. Pas de réaction. J'ai envoyé un message, alors que d'habitude, dès que j'envoie un message, dans les 2 minutes qui suivent, j'ai la réponse. À 19 h, je lui ai encore envoyé un message. Pas de réponse. Et je lui ai exprimé mon inquiétude. Après lui avoir déjà apporté mon soutien par rapport à la situation que nous traversons, en rappelant que la démocratie interdit qu'on arrive au pouvoir par les armes. Et que par conséquent, je le soutiens. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord. Mais c'est la démocratie qui est en jeu. J'ai été un peu rassuré quand il est intervenu à la télé. Oui. Et ce matin, il m'a fait l'amitié de m'appeler. Il a des obligations ce matin. Nous n'aurons l'occasion de nous voir certainement que demain, selon sa disponibilité. Je voudrais aussi souligner la sagesse de notre classe politique. J'ai constaté que la plupart des principaux partis politiques, que ce soit les partis de la mouvance, que les partis de l'opposition, opposition modérée, FCBE, opposition plus ferme, les démocrates, ont tous condamné le recours à la force pour arriver au pouvoir et prôner le dialogue. Je pense que c'est un signe de maturité de notre classe politique qui n'est pas disposée à violer l'ordre constitutionnel pour accéder au pouvoir, d'autant plus que nous appartenons à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'Union africaine et même aux Nations Unies, où il est interdit dans des protocoles que nous avons signés, ratifiés, d'accéder au pouvoir par la force. Et cette sagesse est un signe de maturité et de sagesse que je voudrais souligner. Mais cela signifie que dans une démocratie, nous devons savoir que c'est certainement la loi de la majorité, mais dans le respect des droits de l'opposition. Nous ne pouvons pas toujours être d'accord sur tout. Il y a des diversités d'opinion. C'est le débat contradictoire qui nous permet de trouver la réponse qui préserve le consensus, la stabilité politique et surtout la paix sociale. Et par conséquent, comme le prescrit notre statut de l'opposition, il est souhaitable que nous ayons la tradition que de temps en temps, les gouvernants du moment reçoivent l'opposition pour les consulter sur des questions d'intérêt national ou international, pour essayer d'expliquer leur position, pour essayer d'avoir leur point de vue, afin de dégager des règles qui ne sont pas forcément consensuelles, mais qui tiennent compte des préoccupations des uns et des autres. Parce que ceux qui sont dans la majorité aujourd'hui peuvent être dans l'opposition, et demain, puisque l'alternance joue. C'est l'une des raisons pour lesquelles les différents protocoles sur la bonne gouvernance et la démocratie mettent souvent l'accent sur le caractère transparent, régulier, crédible, inclusif de la compétition électorale. Et cette règle a toujours été respectée jusqu'à tout récemment. Cela permet l'alternance et cela évite que l'on ne soit tenté par la formule de ceux qui pensent que là où le pouvoir ne peut pas être conquis par les unes, il faut recourir à la violence. Or, la violence, on sait quand est-ce qu'elle commence, on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit, et les dégâts que cela entraîne pour notre vivre ensemble en harmonie. Donc, je pense que c'est une situation dans laquelle j'ai pu observer une sagesse de la classe politique, et je souhaiterais que les gouvernants profitent de cette situation pour rétablir les mécanismes de dialogue, d'échange, de concertation, pour essayer, chaque fois que c'est possible, de trouver des règles consensuelles.
Je ne dis pas que c'est toujours le cas, puisque un gouvernement ou un président a été élu sur la base d'un mandat. C'est le peuple qui le lui a confié. Il met en œuvre ce mandat. Mais l'opposition a le droit non seulement de critiquer ce programme, mais d'indiquer également les solutions alternatives par rapport au programme qui est mis en œuvre. Ce qui apporte aussi un éclairage à l'opinion publique pour que demain le corps électoral puisse s'en inspirer. Ce qui permet aussi aux gouvernants, si l'opposition a raison, de corriger le tir pour préserver toujours le vivre en harmonie, parce que le développement ne peut pas être une réalité s'il y a des tensions de façon permanente dans notre pays. C'est ce que nous devons éviter. Et je me réjouis que depuis la conférence nationale, comme je l'ai rappelé, tous les présidents élus sont allés au terme de ce mandat. Même quand vous êtes président, que vous êtes battu, vous quittez le pouvoir et la vie continue. Et nous avons un statut des anciens présidents de la République qui leur garantit une certaine vie dans la sécurité, dans l'harmonie et dans le respect de l'ordre constitutionnel. Donc voilà mon opinion par rapport aux événements qui constituent pour moi un signal fort que nous devons capter, comprendre et voir comment établir les mécanismes de dialogue, s'écouter. Même si forcément nous ne partageons pas le même point de vue, mais nous comprenons les préoccupations des uns et des autres. Dans son adresse à la nation, hier, le président Patrice Talon a dit que cette action ne restera pas impunie. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Je comprends par là que les auteurs seront sanctionnés et les commanditaires de cette forfaiture seraient également sanctionnés. Parce que je suis un démocrate, je ne peux pas accepter qu'on puisse cautionner ou financer des tentatives de renversement d'un pouvoir démocratiquement élu qui est pratiquement arrivé au terme de ce mandat, d'autant plus qu'une disposition phare de notre Constitution a prévu que nul ne peut faire, un président de la République ne peut faire plus de 2 mandats. Et cette disposition de sa vie, non, pas de sa vie au départ, c'est en 2019 qu'on a introduit de sa vie. Et depuis 1991, cette règle a toujours été respectée. Donc il n'y a pas d'inquiétude et à avoir par rapport à l'alternance, par rapport au renouvellement de la classe politique. Voilà pourquoi on ne peut pas accepter que malgré ces règles, certains pensent qu'il faudrait peut-être recourir à la force ou à la violence pour accéder au pouvoir, ou alors nous ne sommes plus en démocratie. Je le dis d'autant plus que jeune collégien en 65, j'ai entendu et suis resté sensible à ces propos du ministre de l'Intérieur du général Soglo de l'époque, Ao Philippe, qui en décembre 1965, après qu'ils aient renversé Kongaku Tairou, qui avait succédé à Omar Igbe, qui avait fait destituer par le comité central ou le bureau politique du parti démocratique Dahomey, le président Soro Binga Apiti, paix à leur âme, a déclaré à Fongbe que le pouvoir politique est comme le sein d'une femme. Quand on se met à le sucer, il est si doux qu'on n'a pas envie de le lâcher. Et vous allez voir que dans beaucoup de pays d'Afrique, même quand les militaires disent qu'ils ne feront qu'1 an ou 2 ans, non seulement ils se maintiennent au pouvoir, mais sont candidats à la mandature suprême tout en restant militaire, ou alors, comme dans certains pays du Sahel, ils sont reconduits par l'institution militaire sans élection, avec des mandats qui sont renouvelables à l'infini. Je ne voudrais pas que le Bénin retombe dans ces travers, que nous continuions à vivre en paix, que la démocratie continue à fonctionner, parce que nous sommes tous fils du même pays, même si nous n'avions pas la même vision des choses, nous voulons tous la prospérité, la paix et la stabilité pour notre pays. Alors au regard du récit des faits qui sont produits hier, on a le domicile du général de corps aérien Bertin Bada qui a été attaqué, son épouse et sa fille touchées par balle. Malheureusement, sa femme est décédée. Est-ce que le Bénin a connu un type de coup d'État pareil par le passé? J'avoue que les coups d'État dont j'ai connaissance par le passé n'ont pas entraîné de mort au moment de réalisation de coups d'État. Le seul phénomène dangereux et similaire que nous avons eu, c'est certainement en 1975, avec la tension entre
colonel Kérékou à l'époque et le capitaine Aïpe. Et c'est à cette occasion que la confrontation pour le pouvoir, pour l'essai du pouvoir, a entraîné la mort d'un des compétiteurs. Et sinon, en 1963, quand il y a eu le coup d'État qui a renversé Maga et Apiti, ils ont été envoyés en prison, ils ont été enfermés, ils ne sont pas morts. En 1965, quand il y a eu le coup d'État qui a renversé la coalition à Oumadegbe et Apiti, ils n'ont pas été tués. Quand les jeunes cadres de l'armée ont fait le coup d'État au général Soglo, il n'y a pas eu de mort à ma connaissance. Quand en 1969, le président Zissou a été renversé, il n'a pas été tué. En 1972, quand le conseil présidentiel a été l'objet d'un coup d'État de la part du commandant Mathieu Kérékou, les membres du conseil présidentiel qui siégeaient ensemble à la présidence, à savoir Maga, Oumadegbe et Apiti, ont été emprisonnés, mais ils ne sont pas morts. Ce n'est qu'en 1975 que les confrontations pour l'exercice du pouvoir entre militaires a entraîné la mort. Sinon, je n'ai pas entendu parler d'un coup d'État ayant provoqué la mort d'un des protagonistes. Et là, Bada nous laisse une pensée. J'exprime ma compassion pour cette dame qui est partie. J'espère que sa fille va survivre. Je souhaite beaucoup de courage au général Bada. Ça fait partie des choses de la vie. Je ne souhaite pas que cela se renouvelle. Alors, professeur Lo, vous êtes ancien président de la Cour constitutionnelle. Le Bénin a connu le 14 novembre dernier une révision constitutionnelle. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir un lien avec ces événements-là? Je ne pense pas que l'armée soit l'arbitre du jeu politique. Et par conséquent, je dis qu'il ne doit pas avoir de lien, puisque l'engagement pris à la conférence nationale, dont j'étais membre du présidium, est que l'armée ne se mêle plus de champ politique. C'est une question qui concerne les citoyens à travers les partis politiques qui sont les animateurs reconnus de la vie politique. Il n'appartient pas à l'armée de venir trancher ce conflit entre les acteurs politiques. Sinon, ce serait l'échec de la conférence nationale et nous allons nous replonger dans l'instabilité qui a précédé la conférence nationale. Regardez la sagesse du président Kérékou. N'oubliez pas qu'à la conférence nationale de 1990, certains de ses partisans voulaient l'intervention des militaires. À tel enseigne que Monseigneur de Souza, paix à son âme, président du présidium, dit qu'aucun bain de sang ne vienne nous éclabousser. Il y avait ce risque. Et à la fin de la conférence nationale, il était dépouillé de l'ensemble de l'essentiel de ses pouvoirs. On estimait qu'il avait 2 discours. Allait-il accepter des décisions de la souveraineté de la conférence nationale ou passer outre? Il a eu la sagesse d'accepter non seulement les décisions de la conférence nationale. Lorsque j'étais membre du Haut Conseil de la République et du bureau du Haut Conseil de la République, que dans l'ordonnance de mars 90, dans les attributs du Haut Conseil de la République, son secrétaire général du gouvernement, Johnson Gottfried, avait écrit que le Haut Conseil de la République est un organe consultatif. Monsieur de Souza, président du Haut Conseil de la République, m'avait sollicité, moi, grâce d'Almeida, paix à son âme, et moi-même Théodore Rouleau, et certains Mongbe Valérien, pour aller chez le président Kérékou. Pour dire, mais c'est pas ce qui a été décidé à la Congrès nationale. On a dit que le Haut Conseil de la République est le Parlement de la transition. Le président Kérékou a appelé Johnson pour dire, mais qu'est-ce qui a été décidé à la Conférence nationale? Et il répond, le Haut Conseil est le Parlement de la transition. Qu'est-ce que vous avez mis dans l'ordonnance que vous m'avez fait signer? Oui, monsieur le président, vous savez, qu'est-ce qui a été décidé à la Conférence nationale? Organe législatif. Qu'est-ce que vous avez mis? Monsieur le président a dit, allez me changer ça. Ça a été changé. D'où la collaboration que nous avons eue entre le Haut Conseil de la République, le président Kérékou et le Premier ministre Nicéphore Dieudonné Soglo. Et vous avez vu que la transition s'est très bien passée. À tel enseigne que même battu à l'élection présidentielle de 1991, le président Kérékou, malgré son silence, non seulement s'est retiré, mais est venu passer service
au PLM Aledio, lors de la prestation du serment du président Soglo, qui n'a pas pu prêter serment le 1er avril parce qu'il était malade, très malade. C'est le 4 avril qu'il a prêté serment et le président Kérékou est venu au PLM et Aledio pour symboliquement la transmission du pouvoir, même s'il n'a pas assisté à la prestation de service. Ce qui fait qu'en 1996, c'est le peuple qui l'a fait et revenir. Souvenez-vous, quand vers la fin de ce mandat, certains pensaient qu'il allait modifier la Constitution, il y a eu cette levée de bouclier de Rikatou Madougou. Touche pas ma Constitution. Ça n'a pas été modifié. Le président Iboni est venu, on a parlé de révision, on a voté la loi sur le référendum, la Cour constitutionnelle a rappelé qu'il est vrai, la Constitution prévoit qu'on ne peut pas réviser la laïcité de l'État ni la forme républicaine, mais les options fondamentales de la Conférence nationale, à savoir les limitations du nombre de mandats, l'âge minimum pour être président l'âge pour être candidat à l'élection présidentielle, entre autres, ne peut pas faire objet de révision et non plus. Et je constate que dans le test de 2025, il y a eu des dispositions qui ont fait l'objet de décisions de la Cour constitutionnelle du temps de Madame Ouensou, je crois, en 2001, si mes souvenirs sont exacts. Non, pas en 2001, en 2005, quand Yahi Boni était tenté pour être candidat à l'élection présidentielle de 2006, il était président directeur général, je crois, de la BOAD avec résidence à Lomé. Et le code électoral, pour l'exclure, a indiqué que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être résident au Bénin depuis au moins 1 an. Il est vrai, toute loi à l'époque, avant la révision de 2019, devait être soumise au contrôle de constitutionnalité de la Cour avant sa promulgation. Et la Cour a dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être candidat au moment, il faut être présent dans le pays au moment du dépôt du dossier. Je retrouve cette disposition dans la révision qui a été adoptée en 2025 pour donner une force encore plus importante, pour montrer le souci de garantir la participation du plus grand nombre au processus électoral. Parce que nous sommes tous des citoyens de ce pays et c'est le peuple qui doit choisir ses gouvernants. Et ceux qui remplissent les conditions et qui le souhaitent peuvent solliciter, à mon avis, ce suffrage. Alors, aujourd'hui, cette révision constitutionnelle a été votée. Les parlementaires qui l'ont votée ont parcouru le pays pour expliquer le contenu de ce projet politique, si on peut le qualifier ainsi. Qu'est-ce que vous en pensez de façon sommaire? De façon sommaire, je vais simplement rappeler le processus de l'adoption de la Constitution de 1990. Il est vrai, cette Constitution a été élaborée sur le fondement des recommandations faites par la Conférence nationale. Mais lorsque l'avant-projet de la Constitution a été élaboré, le Haut Conseil de la République a conçu des équipes pour sillonner l'ensemble du territoire national pour recueillir l'opinion des uns des autres. Nous sommes même allés dans les casernes militaires pour avoir l'opinion des uns et des autres. J'ai fait partie de la même équipe que le président Aranzo, le père de la Constitution, et Marie-Élise Bédo. Il y a des dispositions à l'époque qui ont été rejetées, dans la grande majorité par la population, entre autres le poste de médiateur et le poste du Conseil des anciens qui devait être la deuxième chambre du Parlement composée des élus des chefferies traditionnelles, des élus des collectivités, des départements
et des hauts fonctionnaires internationaux. Donc c'était un conseil pratiquement des sages. Mais à l'époque, l'opinion a trouvé que les moyens financiers, compte tenu de la crise que nous traversions, ne permettaient pas de prendre en compte ces préoccupations. Et les questions sur lesquelles nous n'avions pas eu le consensus ont fait l'objet de questions directement au corps électoral pendant le référendum. Bulletin blanc pour ceux qui acceptaient la Constitution en l'état, exclut naturellement le médiateur et le Conseil des anciens, mais avec l'âge de 40 ans minimum, non de 40 ans révolu et de 70 ans maximum pour les candidats à l'élection présidentielle. D'aucuns pensaient à l'époque que c'était pour éviter, écarter les anciens présidents de la République, dont le président Zissou, Maga, Ouadegbe, qui était à la conférence nationale et qui avait animé la vie politique et dont les tensions avaient bloqué le pays pendant longtemps. Un bulletin a été proposé par rapport à cette question. De la même manière, il y avait, bien que la conférence nationale ait parlé de régime présidentiel, il y avait des acteurs, dont mon ami Akindes Sylvain, qui étaient des partisans du régime semi-présidentiel ou parlementaire, qu'il fallait un premier ministre, qui soit le chef du gouvernement. Cette question également a fait l'objet d'un questionnement. Ce qui veut dire que ceux qui étaient d'accord pour la Constitution à l'État prenaient le bulletin blanc, ceux qui sont contre la limitation des mandats prenaient le bulletin vert, et ceux qui sont contre le régime parlementaire prenaient le bulletin rouge. Je crois que le bulletin blanc a été pris à près de 87-88%, le bulletin vert, je crois, 10%, et le bulletin rouge, 2 ou 3%, pour montrer que la question a été posée. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus intéressant d'avoir l'opinion des gens, puisque c'est en leur nom que nous voulons modifier la Constitution, avant de procéder à la modification, puisqu'une fois que la loi est adoptée, même si on va prendre l'opinion des gens, si on leur explique cela, on ne peut plus revenir sur cette modification. Peut-être qu'on aura une autre opportunité de corriger le tir, mais ça aurait été plus utile de les écouter d'abord avant d'introduire ces éléments, parce qu'il peut y avoir des choses positives qui tiennent compte de l'évolution de la situation, comme il peut y avoir des choses que la population ne comprendrait pas, il faudrait lui expliquer et obtenir son adhésion à cela. Alors, professeur je voudrais rappeler que, comme on le dit souvent, la Constitution n'est pas une tâche dressée pour le sommeil. La Constitution prévoit elle-même les modalités de sa révision et en indiquant les points qui ne peuvent pas faire objet de révision. Ce qui veut dire que le reste peut être révisé. Le reste peut être révisé. On va fermer cette page avec une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez des mandats qui sont portés à 7 ans et de l'institution du Sénat en République du Bénin? Un Sénat dans lequel vous êtes appelé à siéger. Oh, écoutez, le Sénat me fait penser déjà au comité des sages qui avait été déjà prévu dans l'avant-projet de constitution. Ce qui fait que ce comité peut assumer une fonction de régulation de la vie politique. Et si vous avez bonne mémoire, vous devez vous rendre compte qu'en 90, pour la conférence nationale, nous avons dû solliciter le clergé, puisque je faisais partie du groupe de Kourounou, qu'on appelait les jeunes partis à l'époque, qui travaillaient en concertation avec le groupe d'Avrancourt de Kéké ou d'Avrancourt de Djeregbé, qui regroupait les partis d'anciens présidents de la République, les Thévo-Diréens, les Déchenous, qui étaient des partisans les successeurs d'Armand Degbe, d'Apiti pour Kéké et autres. Et ces éléments, nous avions fait le débat en ce moment, et il avait été convenu que pour la révision de la Constitution, on ne peut pas se lever pour dire que la révision deviendra une réalité. Même quand le Sénat n'a pas pu être créé, cela ne veut pas dire que ce n'est pas
utile d'avoir un tel organe. Je disais que quand on avait des crises, c'était le clergé qu'on sollicitait. Je me souviens, quand l'EPI avait été instaurée, ça devait être en 2010 ou en 2011, j'étais à la Cour constitutionnelle. L'opposition, avec Amoussou Bono et autres, avait décidé de boycotter les élections, de ne pas participer aux élections, de ne pas s'inscrire sur la liste électorale, parce que les gens préféraient les inscriptions manuelles que nous faisions à la veille des élections. C'est les anciens présidents de la République qui ont pu servir de médiateurs pour essayer d'apaiser la tension. Et je voudrais rappeler que cette tension apaisée, l'opposition a voulu auditer le fichier électoral. C'était l'OIF qui avait envoyé le général Sangara, un ami paix à son âme, qui était l'expert de l'OIF pour ce genre d'activité. Et si vous vous souvenez, quand en 1994, après la dévaluation du franc CFA, il y a eu un problème entre le gouvernement du président Nsuglo, je n'étais plus aux affaires étrangères, j'étais chargé de relations avec le Parlement, et l'Assemblée nationale, où la majorité, où l'opposition était majoritaire. Parmi les mesures sociales d'accompagnement, il y avait une augmentation, je crois, une revalorisation des pensions, de retraite, des salaires des fonctionnaires et des bourses des étudiants. L'Assemblée nationale a augmenté les taux fixés par le Parlement, par le gouvernement. Cela a créé une tension. Le président a dû recourir à l'article 68 de la Constitution, ses pouvoirs exceptionnels, pour mettre en œuvre le budget. Mais en temps, il y avait eu des concertations du président Souglo, j'ai assisté, étant chargé des relations avec le Parlement, qui regroupait les anciens présidents de la République, Aouadegbe, Zinsou, Manga, Paul-Émile de Souza. Moi, je suis un de Souza en tant qu'ancien président du Conseil de la République aussi venait. Et j'avoue que même le président Kérékou donnait de sages conseils. Et on avait souhaité que le président Mbodi puisse y participer. Il a estimé que ce n'était pas prévu par la Constitution. Donc c'était un mécanisme informel de gestion ou de régulation. C'est ce mécanisme qui est formalisé avec le Sénat? J'ai eu la chance d'avoir assisté le président Soglo lors de des réunions préparatoires du Forum for Africa qui regroupe les anciens présidents démocratiquement élus d'Afrique. Forum qui a été créé après les réunions préparatoires de Pretoria par le congrès de Maputo. Je l'ai accompagné. Et Chissano, qui était à l'initiative, l'ancien président du Mozambique, qui était à l'initiative de ce forum, en a été élu le président. Le président Soglo a été élu vice-président et Nelson Mandela le président d'honneur. Et il est dit dans les statuts du Forum for Africa que les anciens présidents de la République ne sont pas les concurrents des présidents en exercice. Ils doivent accompagner les présidents en exercice à réussir leur mandat en mettant à leur disposition leur expérience et leur réseau. Et vous allez voir qu'aux États-Unis, par exemple, quand il y a des tensions, le président en exercice des États-Unis invite les anciens présidents et ils échangent. Ils écoutent leurs conseils. Et souvent, en France, quand il y a des moments de difficulté, tous les partis politiques et de la majorité parlementaire et de l'opposition sont invités, sauf le parti de l'extrême droite de Marine et Le Pen, qui n'étaient pas invités et qui protestaient. Ce sont là autant de mécanismes de dialogue. Le Sénat peut participer de ce mécanisme. Peut-être que d'aucuns pensent qu'il ne faudrait pas l'appeler Sénat, même si le Sénat vient du Sénatus, qui veut dire Conseil des sages, parce que les membres ne seraient pas élus, n'est pas le problème. C'est la fonction qui me paraît être l'essentiel. Vous avez évoqué la question de la durée du mandat de 7 ans. Je voudrais rappeler que de 58 à 95 en France, le mandat était de 7 ans.
Au Sénégal, jusqu'à la révision constitutionnelle de 2000 initiée par Macky Sall, le mandat était de 7 ans. Je crois que dans les pays anglophones, au Nigeria, c'est 4 ans, aux États-Unis, et c'est 4 ans. C'est une question qui m'a préoccupé et j'ai eu le plaisir de recevoir le chef de l'État ici il y a peut-être une dizaine de jours. Il était assis là où vous êtes assis. J'ai évoqué la question. Et voilà ce qu'il m'a donné comme explication qui m'a fait réfléchir. Vous arrivez avec un projet. Vous n'avez pas les ressources à travers les impôts de votre propre pays. Vous allez négocier pour avoir les fonds pour réaliser le projet sur la base duquel vous avez été élu. Vous allez peut-être mettre 4 ans pour obtenir ce financement. À peine vous commencez ce travail, un an après, vous partez. Si vous avez la chance de voir votre mandat renouvelé, le projet continue. Et j'entends souvent dire aujourd'hui que, par exemple, la route des pêches qui est en construction, l'échangeur de verre de corps qui est en cours, étaient des projets initiés déjà par le président Yahi Boni, le vrai l'État étant en continuité, et que par conséquent, la prolongation de la durée du mandat permet d'avoir un meilleur suivi de ces négociations qu'on a menées. Personnellement, je me suis dit, tant que la limitation des mandats est respectée, je n'ai pas de gêne. Parce que je ne suis plus un acteur politique, ce qui me préoccupe, c'est la stabilité politique de mon pays. Donc je n'ai pas d'opinion tranchée sur la question, je vais écouter les uns et les autres. Peut-être que deux arguments vont peut-être m'amener encore à revoir ma position. Votre position. Est-ce qu'au cours du passage du chef de l'État au domicile, vous l'avez interrogé également sur la trêve politique? Vous savez, si vous lisez bien le projet de constitution, vous verrez que la trêve politique exprime une réalité qui n'a pas besoin de s'appeler trêve politique. Comment elle doit s'appeler? Par exemple, dans la révision, il est bien dit que les partis de l'opposition critiquent l'action du gouvernement, proposent des alternatives, ce qui veut dire qu'ils ont des opinions à exprimer, de divergence. Il peut y avoir des accords de gouvernance entre opposition et majorité. Et dans le cadre de cet accord de gouvernance, on n'est plus en campagne électorale pendant une bonne partie du mandat, sauf la dernière année du mandat. Quelle est la réalité que j'ai constatée au Bénin? Je ne dis pas que c'est le cas partout. Au Sénégal, vous n'allez pas voir ça. Malheureusement, en tant que Béninois, nous sommes individualistes et c'était déjà dit quand on nous traitait de quartier latin de l'Afrique, on a souligné notre individualisme qui ne nous permettrait pas de nous développer en réalité. Chaque fois que vous avez un président de la République, on se mobilise pour l'empêcher de mettre en œuvre le programme qui a obtenu l'accord du corps majoritaire à travers les élections. Vous souvenez-vous, hein? On a dit qu'on ne mange pas les pavés. Souvenez-vous, pour la construction du siège du Parlement à Port-Novo du temps de Yahi Boni, on avait même incité les Port-Noviens à ne pas participer à ce chantier. On a dû faire appel à des ouvriers togolais. Souvenez-vous, les mercredis rouges. Non seulement on veut empêcher l'autre de mettre en œuvre son programme. Est-ce que ce comportement est responsable et permet le développement? Je crois que peut-être ce sur quoi il faut mettre l'accent au lieu de parler de trêve politique, c'est de ne pas bloquer l'action du gouvernement, même si on le critique. Lorsque le corps électoral sera appelé à se prononcer, c'est lui qui va trancher. Ce n'est pas une partie du corps électoral qui, parce qu'il n'est pas d'accord, va empêcher la mise en œuvre du programme
qui a été approuvé dans sa majorité par le corps électoral. Par contre, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, mais l'expression trêve n'exprime pas, à mon avis, bien cette réalité, d'autant plus que le texte lui-même prévoit la critique et des propositions alternatives. Ce que prévoyait déjà le statut de l'opposition, qui non seulement donne le droit à l'opposition de critiquer, mais aussi de faire des propositions alternatives, et qui prévoit également que le chef de l'État consulte pour des questions d'intérêt général les forces, le chef de l'opposition. Voilà pourquoi il y a un statut du chef de l'opposition. Donc, je ne fais pas de débat partisan. Je veux j'apporte un éclairage et je suis ouvert aux échanges pour écouter également l'autre partie. Ça peut m'amener aussi à améliorer ma compréhension du phénomène. Et je rappelle que je continue mes échanges avec le président et ça fait partie peut-être des questions qui feront objet d'échanges puisque le chef de l'État aussi veut avoir des informations. À mon avis, comme moi aussi j'apprends quand je discute avec lui, il a des informations que je n'ai pas. Et je le rappelle souvent que c'était ma manière de travailler avec le président Soglo. Quand j'étais ministre, qu'en conseil des ministres, je n'étais pas d'accord avec une opinion, par respect pour lui, je ne me prononçais pas. Et mon silence est déjà un signal. Dès qu'on se du conseil des ministres, il me dit alors, je sais que vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que vous en pensez? On discute. Quelquefois, c'est lui qui me convainc et je me rallie. Quelquefois, c'est moi qui le convainc et il s'approprie mon opinion et ça ne me gêne pas pour mettre en œuvre cette opinion. D'où l'utilité du dialogue, parce que personne ne peut penser détenir seul la vérité. Il faut aussi écouter, apprendre à écouter l'autre. Et si nous sommes filles du même pays, si nous voulons le bien du pays, nous devons apprendre à dialoguer, à nous écouter et à prendre en compte les préoccupations des uns et des autres. Que pensez-vous des accords de gouvernance et de coalition parlementaire que vous avez évoqués tout à l'heure, qui demandent à ce que même des partis politiques opposés, c'est-à-dire de l'opposition de la mouvance, puissent se mettre ensemble pour peut-être... Supposons qu'il y ait une crise, que le pays soit en difficulté. Vous ne pensez pas qu'il peut y avoir des accords de gouvernance? Ce n'est pas la situation naturelle ou de tous les jours. Mais il y a des situations où nous devons faire front ensemble. Nous avons que la dévaluation du franc CFA. Mais ça n'impacte pas que la majorité. Ça impacte tout le monde. D'où l'utilité d'échanger pour voir la solution qui nous permet de mieux nous en sortir. Donc il y a des situations, même dans les pays développés, mais il y a des moments de tension où vous avez à un moment donné un consensus pour conduire la situation pendant un certain temps. Quand la normalité est rétablie, chacun retrouve sa liberté. Sinon, on fait des concessions. Vous êtes journaliste, vous suivez les débats en France pour l'adoption du budget, où est très souvent le Parti socialiste qui fait des compromis, et la droite aussi, le parti au pouvoir, fait également des concessions pour trouver le juste milieu qui puisse permettre à la France d'avoir un budget. Un pays comme la Belgique et comme l'Espagne, depuis 2 ou 3 ans, n'a pas de budget. L'Italie est venue avec Georgina, qui est de l'extrême droite, et qui a mis de l'eau dans son vin par rapport à certaines de ses propositions sur lesquelles elle a été élu président du Conseil, parce qu'elle est confrontée aussi à certaines réalités. Elle doit tenir compte aussi de la résistance d'une partie de l'opinion pour que sa politique puisse avoir un certain soutien. Vous ne pouvez pas imposer votre volonté, d'où l'utilité d'échanger. Et l'accord de gouvernance permet à des moments donnés de faire front par rapport à un danger commun. Une fois que le danger est écarté, la vie continue. Donc ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Il ne faut pas l'empêcher. Il ne faut pas l'empêcher. Merci à vous pour ces éclairages. Merci pour ces opinions sur ce sujet aussi également d'actualité. On va revenir à cette tentative de putsch. Professeur Théodore Olo, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire quelques mots remplis d'espoir au peuple béninois. On sait que votre voix compte dans la cité. Vous faites partie des gardiens du temple, si on peut le dire ainsi. Un mot à l'endroit de la population béninoise, à l'endroit du président de la République et également à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Je crois que nous sommes tous fils du même pays. Nous sommes condamnés à vivre ensemble.
nous devons trouver les règles de concertation et de dialogue qui nous permettent de mieux nous approprier les règles de fonctionnement d'une démocratie et de l'état de droit. Je souhaite que les institutions jouent pleinement leur mission pour que leur arbitrage permette de nous préserver des crises ou des tensions qui pourraient perturber notre vivre ensemble. Et je rappelle qu'en bon catholique, tous les jours, dans mes prières, je souhaite que la classe politique, que nous ayons cette sagesse du dialogue, de l'écoute, de nous approprier les règles de fonctionnement de la démocratie. Parce que l'on n'est pas démocrate, on ne devient pas la pratique. Et nous n'avons pas de culture démocratique. Nous devons avoir cette culture pour connaître les règles de fonctionnement d'une démocratie et les exigences de l'état de droit. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Constitution prévoit l'enseignement de la Constitution, des traités relatifs aux droits humains, des chartes de l'ONU, de l'Union africaine, de la CEDEAO. Nous devons aussi apprendre à nous dire que la démocratie n'est pas un fleuve tranquille. Hein. Vous voyez, un pays comme les États-Unis, je crois que c'était en 2020, hein, où le président Trump a lancé ses militaires à l'assaut du Capitole pour empêcher la proclamation des résultats des élections présidentielles qu'il avait perdues. Il est revenu. Et sa politique aujourd'hui soulève aussi des inquiétudes de la part de même certains de ses partisans. Et pourtant, ils ont plus de 2 siècles de pratique de démocratie. Donc, on ne peut pas nous juger à l'aune des règles de fonctionnement des démocraties. Dans les vieilles démocraties, nous sommes à une étape d'apprentissage. Mais on ne peut pas dire que la démocratie n'est pas de notre culture, parce que nous sommes des citoyens et non pas des sujets. Nous avons besoin de liberté et le développement, c'est aussi éradiquer la pauvreté, protéger la planète, c'est assurer la paix et la prospérité aux citoyens. Nous devons mettre ces éléments-là dans le développement. Et si vous lisez les objectifs du développement durable, vous constaterez que ces 4 éléments sont souliés. D'où l'utilité de comprendre que la démocratie... Avant, je disais que la démocratie, c'était le pain et la liberté. Maintenant, j'ajoute les infrastructures, le pain et la liberté. Puisque le président le président Talon a eu à dire que l'infrastructure et les routes nourrissent les gens. Parce qu'effectivement, il y a ceux qui travaillent pour construire les routes. Il y a ceux qui entretiennent les routes. Il y a les paysans, lorsqu'il y a des routes, qui peuvent aller vendre leurs produits. Donc ça contribue aussi à la prospérité. Ce qui fait que j'ai élargi ma vision du développement en y intégrant aussi les infrastructures. L'essentiel est qu'il y ait une prospérité partagée. Une prospérité partagée. Dernière préoccupation, professeur Olo. Est-ce que vous pensez que cette tentative de putsch pourrait avoir un impact sur le processus électoral actuellement en cours au Bénin? Non, je ne pense pas. Avec des mutins encore dans la nature? Je ne pense. Il n'y a qu'un seul qui est en fuite. Et vous avez vu qu'il n'y a pas eu de soulèvement dans d'autres régiments. Alors que dans d'autres pays, lorsque ça commence d'abord parce qu'il y a des populations qui manifestent. On a évoqué le cas de Madagascar. Vous avez vu que c'est parce qu'il y a eu des manifestations que les gens sont intervenus. Les coups d'État qui sont intervenus au Mali, c'est avec les mêmes discours que ça a commencé. Des manifestations, et l'armée est intervenue. Ici, c'était le camp plat. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un soutien populaire à cette manifestation. C'est déjà un signe de sagesse. Je souhaite que cette sagesse puisse prévaloir parce que lorsque l'instabilité s'installe, il n'est pas certain que nous puissions continuer à œuvrer pour la prospérité collective parce qu'aucun investisseur ne voudrait dans un pays où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas la stabilité. Et donc, il n'y a pas d'impact sur le processus électoral en cours? Je ne le souhaite pas. On peut en tirer leçon pour l'avenir, puisque le processus est enclenché, pour éviter que nos élections ne soient des occasions de tension. C'est des compétitions joyeuses. Hein? Le vainqueur reçoit souvent les félicitations du vaincu. Lionel Zissou, battu en 2016, non seulement a félicité le président Talon, mais a venu assister
à son investiture. Je constate aujourd'hui que Lionel Zissou travaille de temps en temps avec le président et Talon pour montrer que nous ne sommes pas des ennemis, même si nous n'avons pas la même vision et des choses, et parfois, même si nous sommes tous filles du même pays, nous voulons le bien-être pour nous tous.